Bienvenue dans un nouvel épisode de la saison 3 du podcast Parlons de votre mental. C'est le quatrième invité que j'ai la chance de recevoir pour cette saison. Et j'ai la chance de recevoir Mathieu Nicourt. Bonjour Mathieu. Bonjour, merci de m'avoir invité. Écoute Mathieu, c'est plutôt moi qui devrais te dire merci parce que honnêtement, quand je vois tout ce que tu fais, je pense que ça va faire un épisode avec que des étoiles. Donc, tu es un des premiers champions français en MMA professionnel, Mhm. notamment avec 2 titres de champion d'Europe à ton actif. Tu t'es pas arrêté là. Derrière, tu crées une école de Free Fight Academy à Paris. Tu fais du cinéma aussi, donc notamment aux côtés de Guillaume Canet dans le film La Clé, puis d'autres films. Donc j'espère que tu pourras nous dire si Guillaume Canet a un bon mental aussi. Et dernièrement, là, tu es matchmaker pour Hexagon MMA. Hexagon MMA, qui est une organisation qui en France organise du coup des matchs et des combats de MMA, qui est de plus en plus visible et du coup, qui est aussi en Europe et aussi dans des pays du Moyen-Orient. Et du coup, tu en es le matchmaker. Tu nous expliqueras un petit peu ce que c'est. Et voilà, écoute, bienvenue dans le podcast et puis on va pouvoir parler un peu de tout ça. Ok, avec plaisir. Alors, si on revient un petit peu sur ta carrière, tu peux nous expliquer un petit peu, du coup, un peu ta carrière, comment t'en es venu, du coup, au sport de combat, au MMA, devenir professionnel. Le parcours en arts martiaux et sports de combat, ça a été. J'ai commencé à m'y intéresser adolescent. J'avais fait quelques arts martiaux traditionnels, du karaté d'abord, jiu-jitsu traditionnel ensuite. Bon, c'était pas du tout la culture. Je suis pas issu d'un milieu populaire, d'une cité ou quoi. Moi, dans mon milieu, c'est plutôt soit du tennis, soit du ping-pong qu'on m'encourageait à faire. Donc, pas du tout pas une prédisposition, en tout cas au niveau du milieu social et de la famille, pour faire ce genre de sport-là. C'est moi qui en ai ressenti le besoin intérieurement. Bon, j'aimais bien le tennis et le ping-pong, mais ça ne me faisait pas triper, quoi. Voilà. Et j'avais vraiment une attirance pour tout ce qui touchait aux arts martiaux et aux sports de combat. Il y avait probablement, entre autres, pas seulement, mais entre autres, une envie, un manque de confiance en moi qui m'a traversé à l'adolescence, certainement, et une envie de surmonter ça, entre autres, par la pratique des arts martiaux et des sports de combat. Peut-être que c'est une des choses qui m'a poussé à les pratiquer en premier. Et puis, une fois lancé dans l'activité, il y avait une recherche de la vérité, en fait. C'est-à-dire que bon, il y a plein d'arts martiaux, il y avait plein de sports de combat. Le MMA n'existait pas, moi, à l'époque. Hein, quand j'ai commencé, on en était très loin. Euh, Lorsque j'étais adolescent, vers l'âge de 17 ans, quelque chose comme ça, là, je me suis vraiment investi dans les arts martiaux parce que j'avais des choses à me prouver. Je pense que c'était un petit peu le moteur au départ. Et puis, il y a eu cette recherche de, voilà, il y a plein d'arts martiaux et de sports de combat, lesquels sont vraiment efficaces, puisque, voilà, quand on fait du ping-pong, on veut être efficace en ping-pong, mais quand on Ouais. fait un sport de combat, on veut être efficace lorsqu'il y a une situation de confrontation physique, quelque part. Et un petit peu dans tous les pratiquants, quelle que soit leur discipline, la question qu'il y a au fond, c'est est-ce que mes techniques fonctionnent, quoi. Et pas forcément dans un système avec des règles, mais comme on est dans le sport de combat, dans les arts martiaux, c'est quelle technique fonctionnerait si tout était autorisé, en fait. Et ce questionnement-là, je pense qu'il traverse depuis très longtemps les pratiquants d'arts martiaux et de sports de combat. Et quand le MMA est apparu, c'était pour moi le moyen rêvé de répondre à ces questions. C'est quelque chose dont pour moi, la plupart des pratiquants d'arts martiaux c'est ce que les pratiquants d'arts martiaux espéraient, souhaitaient, mais qui ne pouvaient pas exister. Et d'un coup, on a eu les images des premiers UFC, c'est comme ça qu'on a découvert. Et là, c'était vraiment une ère de combat où
tout était permis, entre guillemets. C'était le film Bloodsport qu'on avait vu avec Jean-Claude Van Damme, sauf que ça devenait en vrai. Et pour moi, c'était l'épreuve où je pouvais où je pouvais vérifier que ce qu'on m'enseignait, que ce que je pratiquais, ça fonctionnait vraiment. Et c'est comme ça que je suis allé vers le MMA. Voilà. Et comme je me débrouillais bien, je me suis dit, bon, voilà, peut-être que je peux en faire mon métier en plus. Et donc, ça a été toute une remise en question dans un premier temps, parce que d'abord, je me suis aperçu que beaucoup de techniques qu'on nous présentait à l'époque comme très efficaces, quand j'ai vu les images des premiers UFC, je me suis dit, oula, et si je jette dans mes jambes qui me fout par terre et qui s'assoit sur moi, je ne suis pas convaincu que tous les trucs qu'on monte, ça va suffire à l'arrêter, lui. Et donc, du coup, on se remet en question, du coup, on se teste. Et puis, j'ai revu mes méthodes d'entraînement, j'ai approfondi le travail au sol, puisque c'est ça qui a été la révélation des premiers combats de MMA. J'ai approfondi la lutte aussi. Et puis, voilà, et puis en allant vers en développant mon éventail technique pour être le plus efficace possible dans une situation la plus libre possible. Voilà. Et ensuite, la continuité du parcours, c'était un challenge personnel, ce qui était devenu un des éléments principaux de ma vie. Je voulais réussir à en vivre, donc devenir professionnel. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Ok, du coup, c'est t'y es arrivé, hein, t'as été, Voilà. parce que du coup, tu as eu 2 titres de champion d'Europe, hein, c'est ça? Je ne me suis pas trompé, C'est ça. j'ai bien. Après, il faut remettre les choses dans le contexte aussi. C'était les tout débuts du sport. Je pense qu'on peut comparer au premier champion du monde qu'il y a eu en boxe, si tu veux. À l'époque des combats à poing nu, champion du monde, c'était un titre, tu vois. Alors peut-être que c'était lui le meilleur au monde, mais il n'y avait pas 1000 participants non plus. C'est un peu ce qu'on a vécu, nous, si tu veux, avec le MMA. C'était les débuts du sport. Il y avait certains pratiquants d'autres sports de combat qui commençaient à avoir envie de tester leur technique et qui aventuraient. Et donc, en tout cas, il y a eu ce titre de champion d'Europe qui a été proposé en Angleterre. Il n'y avait pas de combat en France. Il n'y avait qu'une seule grosse orga de MMA en Angleterre à cette époque-là. Et donc, moi, j'avais disputé une première compétition qui avait été organisée en France. Après, ça a été interdit immédiatement après. J'avais remporté un tournoi organisé en France qu'on avait appelé Hybride Pancras. Et puis, sur cette base-là, j'ai un élève qui avait habité en Angleterre, près de Londres, à Milton Keynes, qui s'était entraîné là-bas, qui s'entraînait dans une salle où un gars qui était déjà combattant professionnel avait monté sa propre organisation. Il avait combattu dans les premières grosses organisations qui existaient. Il avait monté son organisation en Angleterre. C'était la première organisation pro. Maintenant, en Angleterre, il y a plein d'organisations, mais c'était la seule à l'époque. Et donc, je suis allé le rencontrer pour lui proposer de combattre dans son organisation. Il m'a mis à l'épreuve avec ses compétiteurs dans sa salle d'entraînement et il m'a proposé, donc j'avais remporté ce tournoi en France et il m'a proposé de rencontrer un Anglais et de mettre en jeu une ceinture de champion d'Europe. Donc c'était vraiment les débuts du sport. Et c'est comme ça que j'ai pu avoir ma ceinture, que je l'ai eu ensuite, j'ai remporté le titre une deuxième fois ensuite. Et ensuite, après, ce que j'ai fait de plus important, j'ai remporté le titre une première fois, je l'ai perdu à la décision la deuxième et je l'ai regagné la troisième. Et après, je voulais aller en Amérique du Nord parce que c'est là que les combats, les plus grosses organisations existaient, que les meilleurs combattants étaient. Et j'ai contacté l'IFC, l'International Fighting Championship, qui était la deuxième plus grosse organisation, je crois, après l'UFC à l'époque, et qui m'ont proposé de participer à leur tournoi des poids légers, qui a eu lieu au Québec, au Canada, et j'ai remporté le tournoi des poids légers. Donc, c'est ça mon titre le plus important, donc champion du tournoi des poids légers de l'IFC. Ah ouais, tu as une sacrée carrière et puis du coup, tu as un pionnier quoi. Du coup,
Ouais, un là, pour regard. le coup, on était vraiment les pionniers. Ouais, ouais. Et puis du coup, maintenant, tu as un regard sur tout ce qui se développe en ce moment, certainement. Parce que du coup, Ouais, ouais, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus bah, de combattants. Il y a je vois beaucoup de professionnels aussi qui sont dans différents sports où finalement, qui sont pas très mis en avant sur les enjeux financiers. Finalement, ils voient des opportunités dans le MMA aussi. Du coup, je crois qu'il y a de plus en plus d'athlètes de haut niveau qui s'orientent vers le MMA, en fait. J'ai l'impression, en tout ouais. cas. Oui, bah, il y a eu une évolution extraordinaire, hein. Moi, je te parle de ça. Les premiers titres en Angleterre, c'est 1998, donc c'était il y a très très longtemps. Et on était une poignée de Français à combattre. C'était il y a déjà très longtemps et bah, le sport était très décrié. On ne considérait pas que, d'ailleurs, on nous disait que, bah, en fait, on ne pratiquait pas un sport. Voilà. Et donc, il y a eu une grosse évolution. Il y a eu des règles qui sont ajoutées. Il y a eu un encadrement technique, médical qui s'est ajouté. Et puis, ça s'est professionnalisé dans le bon sens, c'est-à-dire que un encadrement bien plus important, une préparation des athlètes bien plus encadrée et une médiatisation beaucoup plus importante qui a permis une grosse augmentation des bourses et qui fait que certains athlètes en MMA peuvent vraiment en vivre aujourd'hui. Bon, bah Ce super. n'est pas le cas Alors, du dans tous les coup, sports de combat, ouais. effectivement. Alors, du coup, tu crées ton école après, c'est ça? Dans la foulée, Voilà, bah, presque en même temps, en fait, parce que je n'avais pas de lieu pour m'entraîner. Le MMA n'existait pas. Donc, j'ai créé l'un des premiers, ou peut-être le premier club de MMA, ça ne m'étonnerait pas plus que ça, la Free Fight Academy, voilà, où j'ai accueilli des élèves dans un centre social, dans un premier temps, parce qu'on m'a prêté une salle. On m'a dit, écoute, on te file la salle, mais il y a des jeunes là, bah, en fait, il faut que tu t'en occupes. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé, avant de pouvoir avoir ma propre salle privée. Mais donc, on a commencé, voilà, on n'avait pas de protection sur les murs, on s'entraînait à même le sol, on a acheté des tatamis ensuite. Enfin, voilà, il y a eu toute une évolution comme ça qui s'est fait bah, avec de la débrouillardise au début. Et puis, bah, le sport est devenu de plus en plus populaire. J'ai eu mes premiers titres aussi. On ne passait pas du tout à la télé hein, dans ces temps-là, mais il y avait pas Internet comme maintenant. Mais il y avait les vidéos en VHS qu'on achetait dans les magasins spécialisés. Donc, les vidéos de mes combats étaient vendues sous forme de VHS. Ça m'a permis bah, d'acquérir une popularité comme ça et que des élèves s'intéressent à ce que je faisais et de développer mon club, en fait. La VHS. Et ouais, j'ai connu ça aussi, les VHS. Moi, j'enregistrais les films de Rocky Balboa sur Ouais, les ouais, bah VHS. oui, c'est ça. On Et enregistrait même avec le le, magnétoscope. Bah, les jeunes, aujourd'hui, ils savent plus ce que c'est, ouais, forcément. et puis il y avait le film de Jean-Claude Van Damme, là, je sais pas comment il s'appelle, là où il combat, où il part en Thaïlande là, pour combattre. Là. C'est vrai que Ouais. c'est incroyable. Alors du coup, j'enchaîne Jean-Claude Van Damme, ça fait penser cinéma. Du coup, comment tu te retrouves à aller faire du cinéma? Alors, le cinéma, c'est même pas une volonté de ma part, c'est vraiment un hasard. C'est-à-dire que, bah, en fait, ce que j'essayais de faire, en tout cas, c'était avec les peu de médias qui s'intéressaient à ce qu'on faisait, c'était de rentabiliser mon investissement. C'est-à-dire que quand je remportais une compétition, bah, je savais, il y avait les magazines spécialisés, hein, il n'y avait pas Internet. Bon, c'est venu assez vite, mais au tout début, c'était pas, je ne sais même pas si ça existait, ou en tout cas, ce n'était pas développé de la même manière, mais tu n'avais que des magazines spécialisés pour les pratiquants d'arts martiaux qui relayaient les compétitions, en fait. Et donc, je me suis fait connaître dans ces magazines-là. Et puis, bah, par les VHS, dans les magasins spécialisés en arts martiaux et sports de combat diffusaient, qui diffusaient de cette façon-là par les VHS les images des combats. Et puis, il y a eu quelques journalistes qui se sont intéressés, quelques articles dans des médias pas forcément spécialisés, mais qui venaient voir un petit peu ce qui se passait. Et probablement que comme ça, bah, il y a eu un réalisateur qui s'appelait Guillaume Niclou, qui devait s'intéresser au sport de combat et au MMA.
et qui, pour son film, c'était La Clé, qui était en préparation. C'était un film policier assez sombre, assez trash, même sur certains aspects, j'ai trouvé, qui avait demandé à la directrice de casting de regarder au niveau des salles de MMA. Et j'ai été contacté un jour par cette directrice de casting. Ils sont venus à la salle, ils ont choisi 2, 3 personnes, et entre autres moi. Ils nous ont fait faire des essais, enregistrer des petits bouts d'essais avec des scènes prévues pour le film, avec des textes prévus pour le film. Et puis, elles m'ont rappelé quelques jours plus tard en me disant que Guillaume Niclous souhaitait me rencontrer. Voilà. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu mon premier rôle et j'ai retourné 3 fois pour Guillaume, Ouais, c'est dans génial. 3 films C'est génial. différents. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Bah, du coup, j'ai vu que tu avais joué aussi dans Flic ou Voyou. Alors, je C'est ne sais plutôt une pas si série, ça, c'était non? le titre vraiment. En fait, moi, je jouais des rôles de flic ou voyou. Je ne sais plus s'il y avait une. En fait, j'ai fait quelques petits rôles dans des séries ou films comme ça. Peut-être qu'il y en avait une qui s'appelait comme ça. Je t'avoue que je ne me rappelle plus. Les rôles les plus importants, c'était. Il y a eu La Clé, il y a eu L'Enlèvement de Michel Houellebecq, ça qui a été une expérience absolument extraordinaire, où j'ai rencontré Michel Houellebecq. On est toujours en lien. On a sympathisé grâce à ce film aussi. Donc ça, c'était une rencontre assez improbable par rapport à mon parcours. Mais comme quoi, la vie est pleine de surprises. Et il y a eu le dernier, c'était Thalasso avec Gérard Depardieu. Voilà. C'était Ouais, génial. mes C'est 3 rôles les plus importants. Voilà. génial. Bon, bah, en tout cas, comme quoi le sport amène à faire plein de choses, hein, À finalement. tout, ouais. C'est ça qui est magique. Alors, dernièrement, et puis après, on enchaînera sur les questions qui ont plus attrait au mental. Tu es matchmaker d'Hexagone Mhm. MMA, une organisation du coup en France qui se développe très très bien. Enfin, en tout cas, je les vois régulièrement. Je sais il y a des combats qui s'organisent en janvier prochain, à la fin au Zénith, à la fin du mois de janvier. Et donc, du coup, tu es aussi responsable de Hexagon MMA Challenge, si j'ai bien compris, où vous faites de la détection de jeunes Français prometteurs. C'est ça, c'est ça. En fait, pour l'historique, si tu veux, bon, après avoir été combattant pro, en vieillissant, j'ai arrêté les combats. Je me suis consacré sur mon rôle d'entraîneur au sein de la Free Fight Academy. Et j'ai fait ça pendant des années, en formant plusieurs générations de combattants. Je m'entraînais aussi bien de personnes qui s'entraînaient au loisir pour, euh, dans le but de prendre confiance ou de se dépenser ou pour divers autres buts ou pour divers autres buts. Et puis il y a eu et puis je me suis je me suis occupé d'entraîner des combattants amateurs puis professionnels, dont certains sont devenus des grands champions aussi. Et puis en fait, si tu veux, j'avais un petit peu fait le tour. Pendant 2 ans, j'ai pris mes distances, j'ai essayé d'autres choses. Alors, je continuais à gérer mon club, mais j'avais confié beaucoup de responsabilités. Et puis, ça m'a permis de prendre un peu de distance. En fait, j'avais fait le tour, que ça faisait 25 ans que je faisais ça. Ou peut-être 20 à l'époque, tu vois. Et donc, je me suis dit, bon, OK, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. Et au niveau de la motivation, ça descendait un petit peu. Et donc, j'ai essayé de faire d'autres choses. J'ai gardé une main sur mon club. Je revenais de temps en temps, je donnais quelques cours, mais j'avais confié beaucoup de responsabilités à mes élèves. Et le fait de m'éloigner pendant 2 ans à peu près, j'avais suivi mon fils qui était parti en pôle espoir lutte dans le sud de la France aussi. Euh, le fait de m'éloigner, ça m'a permis de faire un petit peu le point et de revenir et de me demander ce que je souhaitais vraiment. J'avais un peu l'impression que j'étais à la retraite, quoi, et être à la retraite, moi, ça ne me va absolument pas. Ça, je m'en suis aperçu aussi. Ça tournait dans ma tête en permanence et je me dis, mais je vais devenir fou, en fait, il ne faut pas que j'en reste là. Et, euh, et du coup, le fait d'avoir pris mes distances, ça m'a aidé à comprendre ce que je voulais vraiment, ce dont j'avais vraiment besoin pour être épanoui. Et je me suis dit, OK, je ne suis pas allé là-dedans par hasard, j'ai besoin de tout ça. C'est bien là qu'est ma place, c'est au niveau des sports de combat. Mais par contre, il faut que j'avance. Il ne faut pas que je reste. Euh, L'idée que j'avais quand je suis parti, c'était bon, c'est bon, j'ai fait ma carrière de sportif, j'ai prouvé ce que j'avais à prouver, j'ai fait ma carrière d'entraîneur, très bien. J'ai plus qu'à me reposer sur mes lauriers. Et en fait,
le monde ne marche pas comme ça et je crois que le cerveau humain ne marche pas comme ça. Si tu n'as pas des nouveaux objectifs, si tu ne te renouvelles pas en permanence, tu perds ta motivation, tu perds ton efficacité et tu n'es plus à ce que tu fais et tu n'es plus heureux de ce que tu fais. Et le fait d'avoir pris de la distance, ça m'a permis de comprendre tout ça, de revenir avec des nouveaux objectifs. C'était dans les sports de combat qui était ma place. J'avais beaucoup de choses, j'avais fait beaucoup de choses là-dedans. J'avais un parcours, mais il fallait pas que je me contente de ça. Et il fallait revenir avec de nouveaux objectifs. Il fallait pouvoir aller encore plus loin. Et dans les projets, quand je suis revenu, il y avait monter un événement. C'est tombé avec pile poil, sans que je le sache, avec la légalisation qui a facilité énormément les choses, puisque c'était plus en pancrace comme on faisait à l'époque, qui était un sport un peu proche, mais qui n'était pas du vrai, qui n'était pas le vrai MMA comme les autres le pratiquaient. Là, on pouvait faire du vrai MMA en France. Et donc, j'ai monté une des toutes premières organisations de MMA en France qui s'appelait le FFA Challenge. Donc, FFA pour Free Fight Academy, donc pour qu'il y ait une continuité avec le club. Et il y a eu 2-3 événements qui se sont montés en même temps, dont l'événement Hexagone MMA. Et les 2 événements ont d'abord évolué en parallèle. Et puis, on a regardé un peu l'un à l'autre, on s'observait, on regardait ce que faisait l'autre. Et on a, par un ami commun, j'ai pu établir le contact avec Jérôme et Laurent Pourrut, les organisateurs de Hexagone MMA. Et on a discuté et on a pensé qu'on aurait tout intérêt à travailler ensemble. Et on a donc, on, on a donc fusionné le FFA Challenge et Hexagone MMA en un seul événement. Ce qui fait que maintenant, on a 2 types d'événements. Et donc, je suis matchmaker pour les 2 types d'événements. Et on a ces 2 types d'événements, donc le Hexagone MMA Challenge, qui correspond à ce que nous, on faisait déjà avec le FFA Challenge, où on fait souvent des débuts de cartes qui sont des combattants en amateur et deuxième partie de carte avec des professionnels, mais qui sont pas encore au top, qui sont en train de démarrer en professionnel. Et l'idée, c'est de leur aider à percer, c'est de les aider à percer, à se construire une carrière au sein d'Hexagone MMA Challenge et pour pouvoir les emmener vers l'organisation majeure Hexagone MMA pour signer des contrats avec Hexagone MMA ensuite, pouvoir avoir des bourses plus importantes, pouvoir espérer vivre de leur sport et puis faire des passerelles éventuellement vers les très très grosses organisations internationales comme l'UFC, le Bellator, etc. Voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on a réfléchi. Et puis, il y a cette volonté de développer aussi Hexagone MMA pour que ça devienne vraiment une firme internationale et justement qui se mette au niveau des plus grosses organisations internationales. Ok, ça en fait des choses. Hein. Voilà. Ça fait une sacrée. Waouh. Ok, ok. Écoute, là, on sait tout sur toi. Alors, on va. J'ai une coupure de son. Tu m'entends là? Ouais. Ouais. Traditionnellement, du coup, dans le podcast, je commence toujours par un petit portrait chinois. Là, j'avais vraiment à cœur que tu te présentes de manière précise et parce que tu faisais plein de choses. Donc, on va faire un petit portrait chinois couplé un peu avec un petit questionnaire de Proust. Et ensuite, on introspectera un peu ton mental. Tu vas nous parler un peu de OK, mental et comment tu vois les ça choses marche. dans cette thématique-là. Alors, on y va pour le petit questionnaire de Proust mixé portrait chinois. Si tu devais choisir une couleur, quelle couleur choisirais-tu et pourquoi? Écoute, j'en ai 2 qui me sont venus en tête, c'est le rouge et le vert. Et je peux pas. Alors, on va rester sur le vert parce que j'aime beaucoup la nature. Et là, quand je te parle, je suis juste sur mon bureau avec ma fenêtre, avec vue sur mon jardin juste en face de moi. J'ai du vert partout. Voilà. Ok, ça va voir le vert. Si tu devais choisir un livre qui t'a inspiré, Alors, il y en aurait plusieurs. Alors, peut-être que, en fait, c'est peut-être même un film qui m'aurait inspiré. C'est le film Conan le barbare de John Milius.
Ah oui. Mais qui est une adaptation des nouvelles de des nouvelles Conan de Robert Howard. Et ça, effectivement, c'est en soi une source d'inspiration, je pense. D'abord, ça a cultivé mon imaginaire hein, lorsque j'étais jeune. Et puis, bah, il y a quelque part une continuité avec tout ça dans le MMA. Il faut savoir que John Milius a contribué au choix de l'octogone pour les premiers événements pour les premiers UFC, en fait. Donc, indirectement, il y a une continuité aussi, mais peut-être l'attrait pour tout ce qui touche au combat, à se mettre à l'épreuve, peut-être que ça a été fondamental pour moi. Au niveau littérature, sinon, j'aime beaucoup Jack London aussi, qui m'inspire en tant qu'écrivain, mais aussi par son parcours, en fait. Par le fait qu'il allait au plus près de la réalité et que c'est ce qui donne, je pense, une certaine vérité à ce qu'il écrit. Ok. Le moment de la journée que tu préfères, c'est lequel? Bah, j'ai failli te dire le matin. J'aime bien le matin quand je me lève, que j'ai une vue sur le jardin, sur les arbres, sur des choses qui sont belles. Mais par exemple, dans le travail, je suis souvent efficace finalement assez tard le soir. Donc le matin et le soir. Ok. Une qualité qui te caractérise? Euh, la volonté ou l'obstination, en fonction de la façon dont on le voit, peut être une qualité, mais qui peut être aussi un défaut. En fait, je dirais que quand je me suis mis un truc en tête, euh, bah, je suis focus dessus et même s'il y a des difficultés, je continue. Je continue coûte que coûte et je n'abandonne jamais. Voilà. C'est la persévérance, quoi. Oui, Mm. ok. Si tu étais une citation, quelle citation serais-tu? Alors, il y a la phrase de Nietzsche que tu vois au début du film Conan le Barbare qui est assez marrante, enfin qui est assez marrante. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Enfin, je crois que d'ailleurs, ce n'est pas tout à fait la citation exacte, mais ça, c'est bah, ça va avec le fait de continuer malgré les difficultés, de ne pas de tenir bon et aller de l'avant. Ça en serait une qui me caractérise. Et j'en ai une autre que j'ai, enfin, en tout cas, c'est une phrase à laquelle je m'accroche, à laquelle et qui fait que je n'abandonne pas, même quand il y a des difficultés. Et il y en a une autre que j'aime bien de Winston Churchill, je crois. Alors, je l'ai sur le bout de la langue. Euh, ah, euh, ça doit être quelque chose comme ça. Tout le monde disait que ce truc-là était impossible jusqu'au jour où est arrivé quelqu'un qui ne le savait pas et qui l'a fait. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Exact. Exact. Ok. Alors, ton principal trait de caractère, c'est quoi? D'être obstiné, je crois, D'être comme on obstiné. le disait. Euh, faire preuve d'empathie aussi, je crois, et avoir de la patience dans certaines situations aussi, peut-être. Allez, une petite dernière. Je raccourcis un peu parce que si je te les pose toutes, on finit tard ce soir. Euh, alors, un pays où tu rêverais de vivre, sauf en France. Enfin, voilà, on enlève la France et un pays Ouais. où tu adorerais vivre. Alors, il y en a quelques-uns. Alors, peut-être à cause de mes lectures de Jack London, les pays où il fait très froid, le Canada. Euh,
le Canada ou l'Alaska même. Après, c'est un rêve qui est lié aussi à mes lectures. Peut-être que j'en aurais marre peut-être qu'au bout d'un an, à me peler le cul et avoir froid, j'en aurais marre et j'aurais envie de rentrer. Mais en tout cas, c'est un rêve. À l'autre extrémité, j'aime bien les pays d'Amérique latine comme le Pérou, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui m'attire aussi. Ok. Bah, écoute, on a fini avec ce petit questionnaire qui nous permet de savoir un petit peu plus ce que tu aimes, tes qualités, etc. On va parler maintenant de ton. Je reviens un petit peu sur ton parcours. Finalement, avec tout ce recul, qu'est-ce qui t'inspire ton parcours? Bah, alors, ce qui m'inspire, en tout cas, ce que j'aurais envie de transmettre, parce en vieillissant même, on a peut-être cette question de la transmission qui se pose encore plus, c'est que rien n'est impossible d'une part, qu'il faut croire en ses rêves. Moi, quand j'ai parlé au début de faire carrière dans les sports de combat, comme je te le disais, dans mon milieu, cette culture-là, on l'avait vraiment pas du tout. Et donc, personne comprenait très bien mon délire. En fait, ils ont dû dire que j'étais fou. Mais je savais au fond de moi que c'était ce dont j'avais besoin pour être heureux et que je ne serais pas heureux dans la vie si je ne me lançais pas là-dedans. Et que donc, quand on sent au fond de soi, de manière intime, qu'on doit faire quelque chose, en fait, il faut s'écouter et il ne faut pas se laisser influencer par les autres. Et en fait, il faut y aller. Ok. Donc, du coup, tu réponds presque à la question que j'allais te poser, c'est est-ce que rendre possible l'impossible, ça fait écho à ton parcours? La réponse est bien Ouais, je évidemment pense oui. que oui. Ouais, ouais, ouais. Alors, le mot mental, si tu devais le définir, comment tu le définirais, toi? Alors, là, il y a une déformation forcément par rapport au parcours sportif, mais le mental, pour moi, quelqu'un qui a un bon mental pour un pratiquant de sport de combat, c'est quelqu'un qui lâchera pas en combat. Tu vois, c'est peut-être moi, quand tu me prends à froid, c'est ce qui me vient en premier. Après, c'est certainement beaucoup plus vaste que ça. Et après, là, bon, j'ai travaillé aussi, j'ai travaillé en institut de rééducation, j'ai travaillé en ITEP, en essayant d'aider des jeunes avec des troubles mentaux aussi, ou en tout cas avec des fragilités. Et, euh, et donc, il y a cet aspect-là aussi, ça me renvoie cet aspect-là aussi, et là, qui n'est pas forcément lié au sport, mais tu vois, par exemple, dans les athlètes que j'entraîne actuellement à la Free Fight Academy, j'ai des parcours qui sont très, très variés. Je pense à 2 personnes là qui ont devant eux qui soit ont déjà intégré une grosse orga, soit vont l'intégrer, en tout cas, je pense. Et tu vois qu'au niveau du mental, c'est pas la même chose. Tu vas en avoir un qui a cette capacité de se transcender en combat. C'est-à-dire, je sais qu'au moment du combat, il va être au maximum, mais qui par contre est fragile mentalement le reste du temps, a une grande fragilité, une grande instabilité qu'il va falloir porter à bout de bras pendant les mois qui vont précéder le combat parce que des problèmes de vie personnelle, parce qu'il ne gère pas, parce que voilà. Et puis j'en ai un autre qui va aller très loin aussi, qui était peut-être pas celui dont on pouvait détecter au début qu'il serait bon parce qu'il apprenait pas spécialement vite, mais qui par contre a une stabilité mentale absolument incroyable et qui est vraiment à l'opposé. Quelqu'un qui est bien dans sa tête, bien dans sa peau, qui a déjà réussi professionnellement en étant très jeune, même en dehors du sport, et qui, à force de travail et de régularité, est devenu très fort aussi. Donc, c'est 2 parcours qui n'ont rien à voir, qui vont peut-être arriver à aller à très, très haut niveau pour l'un et pour l'autre, mais 2 profils psychologiques qui n'ont rien à voir, par exemple. Ok. Toi, quand tu étais athlète, bon, tu l'es encore, hein,
Tu te préparais mentalement et si oui, qu'est-ce que tu faisais pour te préparer? Alors, je faisais de la préparation mentale, mais c'était un peu du bricolage hein, par rapport à. Alors, bon, j'ai fait des études STAPS, donc on avait quelques cours de psychologie. Donc, je m'en suis servi certainement. J'ai lu un petit peu, quelques petites choses, hein, mais pas des vrais ouvrages de préparation mentale, mais j'ai utilisé voilà, des techniques que j'ai aperçues, entendues, lues à droite, à gauche. Je dirais que ce que j'utilisais le plus, c'était le renforcement positif, en fait. C'est-à-dire se répéter, je suis le meilleur, je suis un champion, je, euh, je sais quoi faire dans n'importe quelle situation, je suis le meilleur dans n'importe quelle situation, je suis plus fort. Voilà, c'était vraiment du renforcement positif. J'utilisais des cours de psycho qu'on avait eus qui nous expliquaient qu'un élève en échec, il est souvent en échec parce qu'il projette l'échec. C'est-à-dire qu'il se voit échouer avant même, c'est-à-dire avant même l'épreuve. Et donc, les pensées négatives qui nous arrivent, surtout en période de très gros stress, quand c'est un combat, où il y a des spectateurs, où il y a un enjeu, où c'est important pour toi, on a rarement peur de prendre un coup. En fait, on se fiche de ça. Même avoir le nez cassé, un bras cassé, c'est pas très important. En fait, on n'a pas peur de ça quand on va au combat. La peur qu'on a, c'est finalement la peur de perdre, en fait. Et c'est la même qu'on pourrait avoir au tennis, par exemple. Ce n'est pas une question de risque physique. Alors, le risque physique, il est réel hein, dans des sports de combat comme ceux qu'on pratique, mais ce n'est pas à ça qu'on pense. Quand on a peur, en fait, on a peur de perdre. Donc, parce qu'on projette l'échec. Donc, le conditionnement mental, moi, je faisais l'inverse. Je m'obligeais à penser que j'étais sûr de gagner, que j'étais 1000 fois au-dessus de l'autre et que j'allais le pulvériser. Et donc, tu ne laisses pas de place aux pensées négatives, tu les remplaces déjà avant qu'elles arrivent par des pensées positives où tu te vois vaincre, en fait. C'était essentiellement ça que j'utilisais, moi, pour ma préparation mentale. Ouais, c'est une technique qui est connue, ça s'appelle la visualisation mentale de la réussite. Et c'est une technique ouais, qui est utilisée fréquemment et qui est même utilisée dans des cadres militaires pour des opérations Ouais. spéciales. Et donc, du coup, En fait, ça ne m'étonne pas parce que je vois bien nous ce qui nous traverse simplement quand on rentre dans une cage. Et je m'imagine bien ce qui doit traverser un gars où il sait qu'il peut prendre une balle, quoi. c'est clair, c'est clair. On va parler un peu de confiance, Ouais. du coup, la confiance en soi et puis un peu le droit à l'erreur. Tu as été plutôt quelqu'un de confiant dès le départ ou ta confiance, tu l'as bâtie avec le temps et l'expérience? Je pense que c'était pas très clair au départ. J'ai eu des périodes de ma vie depuis l'enfance où j'étais en confiance. Puis je pense qu'il y a un cycle, c'est-à-dire que quand tu commences à être en réussite, chaque réussite, elle t'apporte de la confiance. Et puis, il y a eu des périodes de ma vie, notamment à l'entrée dans l'adolescence, où je n'étais pas du tout en confiance, où je ne savais pas où j'étais, où je ne savais pas ce que je voulais vraiment, où je ne savais pas où était ma place et où j'avais une perte de confiance en moi qui était très, très importante. Il y a un truc qui a beaucoup joué, c'est que je suis bègue, ça s'entend encore une fois, ça s'entend encore un petit peu. Ça m'a beaucoup parasité quand j'étais enfant et encore plus à l'entrée dans l'adolescence. J'ai dû faire tout un gros travail, mais beaucoup plus tard pour maîtriser ce bégaiement. Et je pense que ça, dans la perte de confiance en moi qui m'a traversé au niveau de l'adolescence, le bégaiement a joué un rôle très important. Le fait d'avoir, en fait, à chaque fois que tu dois t'exprimer et que tu as peur de prendre la parole, c'est une peur qui t'envahit en fait et qui se transmet aux autres secteurs. Et je pense que j'ai dû lutter contre ça et je ne sais même pas, après c'est peut-être plus vaste, hein, mais je ne sais même pas si j'aurais été vers les sports de combat si je n'avais pas eu cette problématique-là. Peut-être que les sports de combat, c'était la réponse en fait pour reprendre confiance en moi par rapport à ça. Ok. Et ton rapport à l'échec ou au droit à l'erreur? Parce que du coup, tu es dans un sport de combat. J'ai souvent la même réponse dans les athlètes des sports de combat, c'est que
bah, les, quand tu es sur le ring ou dans la cage, tu peux pas commettre trop d'erreurs parce que c'est sanctionné tout de suite, quoi. Alors, d'abord, tu t'entraînes pour ne pas commettre d'erreur, effectivement. Maintenant, on a droit à l'erreur. Il faut avoir droit à l'erreur parce qu'on en fera forcément. Et après, j'ai beaucoup transféré aussi ce que je faisais dans la cage. C'était pas que dans la cage. Le challenge, c'était remporter le combat, mais c'était vivre aussi de ma passion. Et donc, c'était pas uniquement au moment où tu rentres, c'était dans la cage, mais c'était avant, après, s'assurer qu'il y ait une communication sur le combat, s'engager dans un projet où tu avances des sous pour louer une salle, où on te dit mais tes sous, tu n'en as pas si tu te plantes, et en fait, il faut croire en soi avec une force absolument incroyable. Mais là, moi, je parle de mon parcours en sport de combat, mais je pense que quelqu'un qui est passionné par la cuisine, qui veut devenir un grand cuisinier, ouvrir un restaurant, bon, je pense que le projet est à peu près le même, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il faut vraiment croire en soi, il faut y aller avec passion, il faut être sûr de se dire que je suis tellement passionné, je suis tellement à fond dans ce que je fais que je vais forcément être meilleur que les autres et que je vais percer, en fait. Et il faut arriver à croire en soi. Et forcément, ça ne marche pas tout le temps. Forcément, pendant le parcours, forcément, il va y avoir des embûches, forcément, il va y avoir des échecs. Et, c'est d'être focalisé sur l'objectif qui fait que tu surmontes les échecs. Ok, là, je me suis planté, mais je m'en fous parce que j'ai mon objectif, je me relève, je continue. Et au bout d'un moment, ça marche. Ça me fait penser un peu comme si on était sur un bateau, qu'on devait aller à une destination et que on sait que sur le trajet, tout sera pas, comment dire, optimal. Il y aura parfois des vents favorables, des fois des vents pas favorables, des fois des C'est tempêtes ça. et Il y l'objectif, c'est a, d'arriver je au t'avais port, quoi. expliqué, il y a à peu près 3 ans, ouais, non, un peu plus maintenant, quand j'avais tout arrêté, enfin j'avais décidé de tout arrêter ou presque au niveau des sports de combat, il y a eu cette période de 2 ans de latence avant que je revienne. Et quand je suis revenu, je m'étais la même chose, le même type de préparation mentale que je me faisais pour les combats à l'époque, je l'avais fait, mais qui devait être appliqué à la vie, à mes projets professionnels, qui étaient des projets de vie aussi. C'était revenir dans l'univers des sports de combat, alors que j'avais 47 ans, je crois, un truc comme ça, 48, euh, me refaire une place dans ce milieu que j'avais un peu laissé de côté, me refaire ma place. Alors, je partais pas de rien, j'avais déjà un parcours, mais pendant un moment, je m'étais mis en retrait. Donc, il fallait revenir avec de nouveaux objectifs, de nouveaux challenges. Et c'est pareil, je m'étais conditionné à un tel point qu'il fallait que je réussisse, en fait. Et il y a eu des embûches, il y en a eu plein. Mais dans ma tête, c'était sûr qu'il fallait que j'y aille et qu'il y avait rien qui pourrait m'arrêter. Et donc, les embûches, tu les prends, ça fait mal, hein. À des moments, tu te dis, là, c'est chaud, là, je vais peut-être pas y arriver. Donc, tu passes par des périodes, effectivement, où on a le doute qui revient. Mais comme tu as l'objectif en tête, tu surmontes. Et finalement, tu vois que ces embûches, ça passe et tu passes par-dessus. Et je crois que c'est valable dans la cage, mais c'est valable en dehors aussi. Ok. Il y a un peu ce côté de, quelles que soient les difficultés, c'est cultiver un esprit positif en sachant qu'on va y arriver aussi. Oui, oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment cultiver un esprit positif. Il y a une série qui m'a beaucoup aidé. Alors, je m'inspire beaucoup de romans ou de séries ou de films. Le film Rocky Balboa, etc. Tu vois, ça a été une inspiration, par exemple. Je ne sais pas si j'aurais aimé les sports de combat si je n'avais pas vu ce film. On parlait du film Conan le Barbare ou du personnage Conan de Robert Howard, des histoires de Jack London. Toutes ces choses-là, ça a été des sources d'inspiration et je pense que c'est important d'aller puiser une inspiration aussi, que, que c'est ça qui aide à se projeter par la lecture, par les films, etc. Là, il y a une série que j'ai regardée avant de revenir dans le milieu des sports de combat, de remonter le club, de me lancer dans les événements, de devenir matchmaker dans Hexagon MMA. C'est la série
Peaky Blinders. J'ai vraiment adoré cette série. Et en fait, bon, c'est une source d'inspiration, même si eux, ils tuent des gens, alors que moi, non. Hein. Mais, mais le personnage central, d'une part, c'est une âme très torturée. Donc, c'est pas quelqu'un où c'était simple. C'est quelqu'un qui a des traumatismes, c'est quelqu'un qui, des fois, a des envies de suicide, mais qui surmonte tout ça. Et parce qu'il a son ambition, il a une ambition, il part de rien et il grandit, il grandit. Bon, alors lui, c'est dans une organisation criminelle, je dis absolument pas qu'il faut suivre ça, mais ça reste, ça reste une source d'inspiration parce que, alors là, je trouve que toute la trame de la série est très, très bien faite parce que le gars, il est plus intelligent que le reste du milieu, que ses frères. C'est lui qui élabore des plans. Lui sert à, même quand il y a des embûches, en fait, il veut y aller quand même, il surmonte. Mais ce qui est très inspirant, c'est qu'il lui arrive à chaque fois des merdes incroyables. Il a beau tout envisager, tout anticiper. Il se prend des fois un scud, il y a un traître, il y a un gars qui lui fera des moments, et malgré tout, il survit, et malgré tout, il surmonte, et malgré tout, il continue. Et, et à chaque fois, il grandit un peu plus. Et ça a été une grosse source d'inspiration pour moi, par exemple. Oui, du coup, c'est grâce à tous ces Il y a ouvrages une que tu as pu connexion qui lire, est les mauvaise. séries, les films, que tu nourris ta motivation, du coup. Oui, c'est entre autres grâce à ça. Alors après, je ne sais pas si tout le monde a besoin de ça, mais moi, si tu veux, j'ai vécu dans un milieu où je ne manquais de rien, où il n'y avait pas de gros traumatisme en soi. Euh, mais forcément, tu n'avais pas tellement de challenge parce que tout ce dont j'avais besoin, je l'avais en fait. Mhm. Donc, je devais aller. Donc, peut-être qu'il y en a qui ont un voisin, un frère qui s'est battu en sport de combat, qui a un parcours, quelque chose comme ça. Moi, je n'avais pas ces exemples-là en vrai. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup dans la lecture, dans les films, dans l'imaginaire où je les ai trouvés. Ok. Est-ce que selon toi, donc on est toujours un peu dans la motivation, est-ce que tu penses qu'il faut un plan pour réussir? Je pense que c'est bien d'en élaborer un. C'est une source de motivation. C'est-à-dire que quand tu sais où tu vas, c'est un peu plus facile. Après, ça se passera en général pas comme dans le plan. Donc, il faut des facultés d'adaptation ensuite. Voilà. Je vais te parler un peu des émotions, notamment de la gestion des émotions, et j'aimerais bien savoir comment tu as pu, dans certaines situations où tu avais peut-être beaucoup de pression et éventuellement un stress par rapport à de l'enjeu, comment tu as fait pour gérer ça en fait? Je suis le meilleur, je vais gagner. Ok, le positif, le renforcement positif. Ouais, ouais, Ok, ouais. Le renforcement positif, ça, je l'utilise beaucoup. Et ça ne d'accord. marche pas toujours à 100%. Hein. C'est-à-dire, on a quand même des périodes où on se dit, là, euh, tu vois, où on a une baisse de régime. Mais je pense que ça travaille malgré tout. Tu l'as en toi et ça t'aide à rebondir. Oui, donc du coup, si je synthétise par rapport à tout ce que tu m'as dit, enfin, la visualisation mentale de la réussite plus le renforcement avec un discours positif, c'est vraiment tes deux clés Ouais, ouais, pour aller au combat, quoi. oui, Quel que soit oui, le combat, quoi. oui. Ok. Allez, ma dernière question, avant de clôturer ce podcast. Il paraît que pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Pour moi, c'est ne rien lâcher, avoir une force mentale. C'est-à-dire que après, je te parlais de ces deux compétiteurs que j'ai au club. Il y en a un qui, je dirais, a une instabilité mentale et l'autre qui est très stable mentalement, très, très équilibré. Mais les deux ont une grande force mentale, c'est-à-dire que les deux
en fait, ne lâche rien. Les deux, ils ont leur projet en tête et les deux, ils y vont. Ok, donc si je comprends bien, en fait, l'idée, c'est de ne jamais lâcher euh, le rêve ou le projet qu'on a envie d'accomplir. Et pour autant, j'ai envie quand même de dire qu'il y a certaines choses, des fois, il faut élaguer parce que si tu as un mauvais entourage qui ne te permet pas d'y aller, ben là, tu vas élaguer quand même. Tu vois, tu vas essayer de t'entourer des meilleurs pour pouvoir aller vers ton objectif. Ouais, mais alors Donc, ça, tu vois, par il va falloir exemple, je l'ai délester compris. un petit peu peut-être. C'est ça. Ça, tu vois, je l'ai compris plus tard. C'est-à-dire que la première partie de ma carrière, je parle pas seulement des combats, mais de ma carrière professionnelle. Je parle du développement du club, du développement de toutes les activités qui entouraient les sports de combat. Je l'ai fait la plupart du temps seul. Et en fait, je pense que tu te confrontes à des limites, effectivement, au bout d'un moment, parce que tu ne peux pas tout faire tout seul. Et ça, c'est très important de comprendre qu'en déléguant et en associant les compétences des uns et des autres, bon, on peut aller plus loin, mais je l'ai compris beaucoup plus tard. Je l'ai compris là, après cette période de rupture. J'ai un faisan dans mon jardin qui est magnifique. Euh, donc, ça, le fait de s'entourer, d'associer les compétences, c'est très, très important. Et ce n'est pas facile. Et là aussi, c'est important d'avoir en tête qu'il ne faut pas s'arrêter parce que bah, souvent, j'avais essayé de déléguer certaines choses, sauf que ça ne marchait pas en fait. J'étais obligé de refaire derrière, ce n'était pas comme je voulais, etc. Et donc, tu dis, bon, bah, en fait, il faut que je fasse tout seul, quoi. Et finalement, là, mais pareil, quand tu te donnes de nouvelles ambitions, quand tu veux aller encore plus loin, tu comprends que tu ne peux pas y aller seul. Là, par exemple, pour monter l'événement, j'ai monté mon événement, le FFA Challenge. Je ne l'ai pas fait tout seul. J'ai une équipe, évidemment, qui me suivait, mais je me suis associé avec un pote que je connais depuis longtemps, qui avait un peu les mêmes casquettes que moi dans les sports de combat. On a fait notre bout de chemin ensemble. Mais en fait, ben, on a été confronté à une limite, si tu veux, assez vite. On arrivait à équilibrer notre budget, c'était de la com pour notre club, c'était un gros challenge parce que personne n'arrivait à faire des événements de MMA où tu arrivais à l'équilibre. Presque tous les événements, ben, en fait, ils perdent de l'argent. Donc, mais tu t'es dit, ouais, mais on dépense une telle énergie, c'est un tel stress, parce qu'il y a toujours des combattants qui se désistent et il faut en trouver au dernier moment. Et la vie fédérale est tellement compliquée, il faut 15 000 papiers médicaux, les combattants, ils ne savent pas les faire, ils n'ont pas l'habitude, il faut les aider, il faut les assister. Il y a toujours des embûches. C'était un tel stress. Et on s'est dit, pour un si petit bénéfice, et donc, il fallait aller recruter des sponsors, etc. Et ça prend beaucoup de temps. Et on n'a pas toujours toutes les connexions nécessaires. Et c'est là que je me suis dit, bon, ça marche ce qu'on fait, mais c'est pas aussi bien que ce qu'on voulait, en fait. Et là, bah, en fait, là, on est confronté à une limite. Et c'est là que j'ai regardé un petit peu, je me suis dit, peut-être que seul, je vais pas y arriver comme je voudrais. Enfin, là, on était à deux. Peut-être qu'à deux, on ne va pas y arriver comme on voudrait. Peut-être qu'il faut qu'on cherche des associés. Et c'est là que je me suis tourné vers l'organisation Hexagone et les Frères Pourrut, tu vois, par exemple. Et je pense qu'eux avaient un peu le même problème. Ils avaient peut-être atteint leurs limites aussi. Ils n'avaient pas les mêmes points forts que nous, on avait. Ils en avaient d'autres. Mais ils avaient aussi atteint une limite. Et je pense qu'ils s'en sont aperçus aussi et qu'ils se sont dit, bah, là, il nous manque quelque chose. Donc, en fait, il faut qu'on cherche autour. Et c'est parce qu'on a eu cette même démarche qu'on s'est retrouvés et que là, on peut avancer encore plus loin ensemble. Ok. Bah écoute, Mathieu, merci beaucoup pour cette superbe interview que tu as eu la chance de pouvoir avoir, parce que c'est vraiment une grande richesse de pouvoir t'écouter, nous parler un petit peu de ton parcours et de tout ce que tu mets en œuvre. Je te souhaite plein de bonnes choses pour, du coup, pour l'année 2023, avec, comme je le rappelle, à l'événement Hexagone MMA qui sera au Zénith de Paris à la fin du mois de janvier. On aura peut-être la chance de s'y croiser, parce que j'aimerais bien y Le aller. 22 janvier. Ouais. Et du coup, je te souhaite aussi des bonnes fêtes. Et écoute, encore un grand merci à toi.
j'ai pour tradition de clôturer l'épisode en laissant le mot de la fin à mon invité pour laisser un message qui pourrait inspirer d'autres gens. Si tu as un message à faire passer aux auditeurs, quelque chose qui te tient à cœur, ben voilà, tu as le mot de la fin pour clôturer. Eh ben, alors d'abord, merci beaucoup. C'était un plaisir de partager. Et peut-être le mot de la fin, c'est croyez en vos rêves, en fait, ne lâchez rien. Il vaut mieux échouer en se disant j'ai fait le maximum que de regretter toute sa vie de ne pas avoir essayé. Voilà. Et donc, en fait, il faut y aller, il faut croire en soi. Et en général, on y arrive à la fin. Bah, écoute, merci Mathieu pour ce mot de la fin et puis à très bientôt. Merci beaucoup et passez de bonnes fêtes. Merci.